Maintenant, on va voir des questions de manipulation de jeux de données pour faire l'évaluation de la performance. Donc, généralement, le cas idéal, c'est qu'on veut partitionner un jeu X en cas paires distincts de jeux d'entraînement et de validation. Donc, on pourrait dire que si on sépare ça en cas paires, on est capable de faire des expériences exhaustives où on va avoir quand même une capacité à reproduire la même expérience plusieurs fois sur des données distinctes et d'arriver avec des résultats qui sont fiables statistiquement parlant. Mais ça, on s'entend, si on veut couper notre partition en cas pair, ça veut dire deux cas partitions distinctes, on va avoir des très petits jeux de données, à moins d'avoir un très gros jeu de données. Donc, dans le fond, ce cas idéal-là pourrait être possible si on a accès à une infinité de données. Bon, je vais générer des gros jeux d'entraînement, des gros jeux de validation. On va en faire cas pair comme ça. On va faire cas entraînement, on va évaluer les résultats, puis ça va être très fiable. Vu qu'en pratique, les immenses jeux de données ne sont pas si fréquents que ça, puis sont parfois un peu lourds à gérer, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut faire plusieurs partitions du même jeu de données. Donc là, de dire, au lieu d'avoir cas pair de partitions où il n'y a aucune donnée qui reviennent, là, on va plutôt dire, bien, on a un jeu de données. Notre jeu de données, on veut le séparer en ensemble de validation test, entraînement-validation, excusez-moi. Donc, on a l'entraînement, on a la validation. Puis on veut faire des reproductions, on veut quand même répéter la même expérience plusieurs fois. Fait qu'on va faire cas, partition, entraînement, validation pour faire un certain nombre de répétitions pour avoir des résultats fiables sur notre contexte. Donc, l'attrait de faire ça, c'est qu'on fait un certain compromis, dans le sens que, idéalement, on voudrait avoir des grands jeux, donc des jeux de données aussi gros que possible. Donc, ça, c'est ce qu'on voudrait, parce que ça permet d'avoir les meilleurs classifieurs possibles, et donc l'évaluation des performances va être dans un cas idéal avec le maximum de données qu'on peut avoir, parce que c'est là que les performances de généralisation sont les mieux. Et cependant, si il y a un recoupement important entre les ensembles, si on a les mêmes données qu'on répète qu'à fois, ben, est-ce que vraiment entraîner sur cas partition où il y a un très gros recoupement entre les données d'entraînement à chaque fois, c'est un bon indicateur en termes statistiques, en termes de faire des répétitions. Bien, ça va être intéressant en termes de retirer le facteur de nuisance qui est la stochasticité du modèle. Mais pour ce qui est du facteur de nuisance qui est la partition des données, ce n'est pas très intéressant parce que ça va être pratiquement les mêmes données à chaque fois. Donc, il y a un compromis à faire entre les recoupements. Il ne faut pas trop qu'il y ait de recoupements, mais il peut en avoir parce que dans le fond, on veut avoir des plus gros jeux de données. Donc, faut jouer avec ça. Donc là, ce qu'il faut aussi regarder, c'est les questions de partitionner avec stratification. Donc, si par exemple, on a une certaine probabilité a priori, on a deux classes, on est dans du 60-40 ou du 80-20. 80% des données proviennent de la classe A, 20% de la classe B. Quand on fait nos partitions, si on fait des partitions stratifiées, ça veut dire qu'on va forcer à ce que ça soit à peu près équivalent, que ça va être du 80-20 dans chacune de nos partitions. À peu près 80% de la classe A, à peu près 20% de la classe B. S'il n'y a pas de stratification, c'est le hasard qui décide. Puis si on n'a pas tant de données que ça se peut qu'on s'éloigne du 80-20, qu'on soit dans du 90-10 ou du 70-30. Puis là, ça peut faire en sorte que les résultats ne sont pas si comparables que ça. C'est important quand même de respecter les probabilités a priori. Puis ça, c'est d'autant plus vrai avec des jeux de données avec énormément de classes, comme ImageNet où il y a 1000 classes différentes, parce que là, ça peut arriver que certaines classes soient sous-représentées ou surreprésentées par hasard s'il n'y a pas de stratification. Tandis que si on impose la stratification avec beaucoup de classes, on va s'assurer que pro rata, chacune des classes va être représentée comme elle l'est dans le jeu d'origine. Donc, ça, c'est un autre facteur de nuisance qui est l'équilibre entre les classes, là, les proportions de chacune des classes dans le jeu d'entraînement. On évite ces effets, les effets nocifs, néfastes provenant de partitions qui auraient eu quand même des divergences par rapport à la vraie balance entre les différentes classes. Donc, pour des vrais problèmes,
on dit souvent que c'est courant, c'est raisonnable de penser que le taux d'erreur en entraînement et en test suivent des lois de puissance. Qu'est-ce qu'on veut dire par ça? Ça veut dire qu'on peut approximer, puis là, ça reste quand même très approximatif, ça reste des constantes qu'on ajusterait empiriquement. On peut dire que l'erreur en entraînement ici, par exemple, c'est le taux d'erreur bayésien optimal. Donc ça, c'est ce qu'on aurait ici. On dit, bien, c'est notre taux d'erreur bayésien optimal. Ici, c'est ce qu'on peut avoir de mieux. Mais dans le fond, le taux d'erreur bayésien optimal en entraînement, ce qu'on a en entraînement, c'est le taux d'erreur bayésien optimal moins un certain facteur B sur n puissance bêta. Et donc ça va dépendre du classifieur et du problème. Donc n, c'est la taille de notre jeu de données. A et bêta ici non, B et bêta, excusez-moi, ici pour l'entraînement, sont des variables qu'on peut établir empiriquement selon le classifieur et le problème. Similairement, donc ça veut dire que l'entraînement, normalement, on s'attend à ce que l'erreur en entraînement soit inférieure un peu à l'erreur bayésienne optimale. Puis lorsque n est très grand, lorsque n tend vers l'infini, ou du moins s'approche, on devrait quand même être très proche. Donc en entraînement, on va tendre vers quelque chose de très proche. Si n est petit, si on a un petit n, ça veut dire qu'on a peu de données, l'erreur en entraînement va être quand même pas mal plus basse que l'erreur bayésienne optimale. Parce qu'on surapprend, on apprend trop bien les données qu'on a sous la main. Et donc, ce n'est pas bon en termes de généralisation, parce que l'erreur bayésienne optimale, c'est l'erreur lorsqu'on généralise parfaitement. Inversement, pour les erreurs en test, là, on est sur l'erreur bayésienne optimale plus A divisé par n puissance alpha. Ou encore là, A et alpha sont ajustés pour notre cas précis. Et n, c'est le nombre de données qu'on a sous la main. Donc, avec des grands ensembles, des jeux de données importants, les taux d'erreur tendent vers le taux d'erreur optimal, Bayésien optimal. Donc, le taux d'erreur en entraînement tend vers le taux d'erreur Bayésien optimal ici. Puis, similairement, en test, on tend vers la même chose. Lorsque n tend vers l'infini, lorsqu'on a un jeu d'entraînement de taille infinie, puis un jeu de test de taille infinie. Donc, ça ressemble un peu à ça, c'est de dire que finalement, en entraînement, disons pour un petit n, on veut voir, ça peut dire que finalement, il y aurait au centre de ça, il y aurait le taux d'erreur bayésien optimal, qu'on pourrait appeler ici le E Bayes. Donc, on voit qu'il y a une différence. Donc là, c'est très levé, fait que c'est peut-être un peu trop proche du test ici, mais peu importe. On voit qu'au début, que la différence est importante. Au fur et à mesure que ça avance, la différence se rétrécit. Inversement, ben, au début, l'erreur en test est très grande. Et plus que n est grand, plus que, donc on entraîne sur beaucoup de données, plus que l'erreur en test devrait ressembler à l'erreur bayésienne optimale. Idéalement, avec le bon modèle, avec une quantité infinie de données, on devrait y arriver. Un autre élément qui est quand même important, c'est de savoir qu'avec différents modèles, le comportement peut différer. Donc là, je fais référence à notre modèle avec la puissance, la règle de puissance. Loi de puissance, je veux dire, c'est que le A et le alpha, par exemple, dans ce modèle qu'on a proposé juste ici, ça peut varier d'un modèle à l'autre. Donc, pour un même problème, on peut avoir des cas comme ceci. On peut dire ici, donc, la courbe en bleu, en vert puis en rouge, c'est trois modèles différents. Puis on voit leur comportement hypothétique selon la valeur de n. Puis on peut avoir donc le modèle en rouge ici qui commence avec une grosse erreur en test. Donc, il généralise mal avec peu de données. C'est un modèle qui n'est pas bon avec peu de données, mais qui, lorsque n est quand même très grand, tend à avoir l'erreur la plus basse. Donc, lui, qui tend à l'erreur bayésienne optimale. On peut avoir l'autre extrême, le modèle ici en bleu, qui part avec un petit n avec la plus basse erreur en test. Ça, c'est pendant un certain temps. On voit jusqu'ici, jusqu'à temps qu'il croise ça ici, dans toute cette période-là ici, un petit peu croche ici, comme ça ici. Donc, on voit que durant cet intervalle-là, c'est le meilleur modèle des trois. Ensuite, c'est le moins bon. On voit qu'en bout de ligne, il va avoir la moins bonne performance. Puis, pour terminer, on a le modèle en vert qui est intermédiaire, qui est toujours entre les deux. Donc, on voit ici qui est entre le vert et le rouge, donc qui part avec une erreur en test moyenne, qui finit avec une erreur en test moyenne, mais qui s'avère qu'il y a quand même une plage ici, une section où c'est le meilleur modèle. Donc, c'est pour un n
dans cet intervalle-là, c'est le modèle en vert qui est le plus intéressant. Puis ça, mais moi, ça évoque quelque chose. Quand je regarde ça, ça me fait penser à certains modèles. Ce que je peux vous dire, par exemple, c'est que le modèle en bleu ici me fait penser à un modèle paramétrique. Donc, un modèle basé sur des lois normales multivariées, par exemple, avec très peu de données, là, des dizaines, même pas de données. C'est le genre de résultats qu'on obtient avec des modèles paramétriques. Ça peut être quand même très bon. Les modèles paramétriques vont bien fonctionner avec peu de données, mais ils sont très limités. Ils ne sont pas en mesure d'apprendre des choses très élaborées. Fait qu'ils vont rapidement stagner puis ils vont être pas meilleurs, pas beaucoup meilleurs avec un N grand. À l'inverse, la courbe en rouge, ça évoque un perceptron multicouche, un réseau de neurones profond, surtout pas. Un réseau de neurones profond, avec peu de données, ça ne performe pas. C'est pas bon, c'est parce que tu n'as pas assez de données pour entraîner notre modèle, donc ça va faire du surapprentissage. Ça risque d'être très mauvais en généralisation. Mais lorsque N devient grand, c'est ce qu'il y a parfois de mieux, souvent de mieux, selon le problème à laquelle on s'attaque. Puis ce qui est en vert, c'est un peu entre les deux, ça me fait penser à un SVM. Donc le SVM, ça performe bien avec des petits jeux de données. Donc, c'est vraiment quand même une des meilleures méthodes avec des petits jeux de données. Je dirais quand même le modèle en vert ici est déclassé. Là. Un SVM serait peut-être meilleur un peu partout jusqu'à un certain point. À un moment donné, ça performe, c'est pas que ça performe mal, mais ça stagne. Puis il y a des modèles comme les réseaux de neurones profonds qui vont aller chercher quelque chose de mieux parce que le SVM est quand même très bien fondé mathématiquement, va donner des très bons résultats, mais ne fait pas d'apprentissage de représentation. Fait que si on lui donne l'image à un SVM, ça va être ordinaire. Le réseau de neurones, lui, va apprendre à traiter l'image parce qu'il y a des bons modèles internes pour ça, de façon très efficace. C'est sûr qu'on peut faire des noyaux qui traitent des images. Donc là, ça serait possible d'avoir un bon résultat. Donc, le SVM de base avec un noyau gaussien sur des données, bien, va être bon sur des données plus de type vecteur de valeur réelle, où il y a vraiment un sens pour chacune des variables qui est quand même assez important. Donc, c'est pour ça qu'il faut faire attention. Ce qu'on observe comme performance sur un modèle avec peu de données n'est pas nécessairement un indicateur de la performance du même modèle avec beaucoup de données. Donc, les conclusions sont à prendre. Il faut avoir une certaine réserve. Puis oui, dans le cours, je vous parlais de prendre la moitié des données avec un modèle qu'on entraîne sommairement. Après ça, on va avec toutes les données. Mais c'est un facteur 2. On peut supposer que ça ne va pas varier beaucoup. Mais si on change d'un facteur 10, d'un facteur 100, la taille des jeux de données, là, ça fait une grosse différence. Les modèles avec les petits jeux ne vont pas être les meilleurs modèles avec des petits jeux ne sont pas les mêmes que les meilleurs modèles avec des gros jeux de données. Donc maintenant, si on regarde la validation croisée à Copley, ça, on l'a vu depuis le début du cours, mais je vais revenir plus formellement parce que c'est quand même très pertinent. C'est assez fondamental comme méthodologie pour faire l'entraînement de classifieurs et l'évaluation de la performance. Comme vous savez, la validation croisée à Copley, ça consiste à prendre un jeu d'entraînement, le jeu complet d'entraînement, puis à le diviser en cas partition disjointe. Donc, d'avoir X séparé en cas partition d'à peu près la même taille. Souvent, on va faire des partitions stratifiées où on va respecter les balances de classe. On va avoir X1, X2 jusqu'à XK. Puis si on fait l'union de tout ça, ça nous donne X. Donc, vraiment, X est séparé en ces cas plis-là. Donc, ce qu'on va faire avec une validation croisée en Copley, c'est qu'on va faire co-entraînement sur TI. Donc, TI, dans le fond, c'est l'ensemble des plis sauf un. Fait qu'on va dire, si on travaille à l'inverse, on va dire, bon, à l'itération 1, l'ensemble de validation, c'est X1. Fait qu'on va dire notre premier pli est pris en validation, c'est comme notre ensemble pour évaluer la généralisation. Et tous les autres, X2 à XK, sont les plis mis ensemble pour faire l'ensemble d'entraînement. Fait qu'on va entraîner sur l'équivalent de K-1 sur K portion de notre ensemble d'origine. Donc, c'est avec 10, on va avoir 90 des données en entraînement, 10 des données en validation. Deuxième étape, même chose. Donc, on va avoir comme ensemble de validation X2 et le reste, là, X1, X3, X4, X5 jusqu'à XK comme entraînement, et jusqu'à la fin. Donc, on va avoir XK comme le dernier et X1 à XK-1 comme ensemble d'entraînement. Et donc, ce qu'on fait ensuite, c'est qu'on va calculer la performance moyenne sur VI. Fait qu'on va faire la moyenne des performances de nos cas modèles sur les cas ensemble de validation qu'on avait à chaque itération. Ce qu'on sait avec ce genre de modèle-là, c'est que d'un entraînement à l'autre,
on a l'équivalent de K-2 sur K des données partagées. Donc, par exemple, avec K est égal à 10, il y a 80 des données d'entraînement qui sont partagées d'une fois à l'autre. Donc, par exemple, ici, juste pour comparer dans les deux premières étapes, on voit qu'est-ce qui diffère entre les deux. C'est que dans le premier, on a X2 et ce qui suit. Donc, X3 jusqu'à XK sont présents dans les deux cas. Il y a X2 dans le premier puis X1 dans l'autre. Donc, c'est vraiment, il y a 2 plis de différence à chaque fois. Donc, il y a quand même 8 plis sur 10 qui reviennent. X3 et XK, ça revient dans les deux cas. Donc, ils sont présents dans les deux jeux d'entraînement. Ça veut dire quand même que le modèle qui est entraîné là-dessus est entraîné sur pas mal les mêmes données. Donc, c'est 80 des données qui reviennent d'un entraînement à l'autre. Donc, ce n'est pas en termes de faire des évaluations basées sur l'hypothèse qu'il y a une indépendance statistique dans les résultats. Ce n'est pas le cas. Il n'y a pas d'indépendance statistique. C'est non indépendant. Si on fait du Liouvre-Walland, par exemple, qui est un cas extrême, c'est de dire que K est égal à N. Donc, si on a N données en tout, on va faire un entraînement sur N-1 données et tester sur la donnée qui reste. Puis, on va faire ça pour toutes les données. Donc, on va avoir N répétitions. Donc, ce cas extrême, c'est utile pour des algorithmes dont les temps d'entraînement sont réduits ou inexistants. Là. On avait vu que le cas plus proche voisin, c'est assez direct de faire du leave one out, c'est intéressant. Ou si on a des très petits jeux de données, donc on a quand même des dizaines de données, par exemple, on peut faire du leave one out. Et étant donné qu'on a des petits jeux de données, l'entraînement va être rapide dans la plupart des cas. On peut se permettre de faire N entraînements avec N évaluations. Puis ça, on préserve les données autant que possible, vu qu'on en a très peu. Là, une alternative à notre validation croisée accomplie pour faire des tests statistiques, c'est une validation croisée 5x2. Donc, une validation croisée 5x2, c'est une méthode qui vise à pallier au fait qu'il y a trop de recoupements. Avec une validation croisée accomplie, si on fait des statistiques sur chacun des plis pour avoir une mesure de s'il y a beaucoup de variance, beaucoup d'incertitudes, est-ce que c'est significativement, est-ce que c'est significatif entre différents modèles entraînés de cette façon-là? C'est problématique parce que, comme on vous dit, ce n'est pas indépendant statistiquement, ce n'est pas des expériences indépendantes. Fait que la validation croisée accomplie, elle est problématique. On peut remettre en question certaines mesures de statistiques en termes de signifiance, est-ce que c'est significatif ou non. On ne peut pas vraiment utiliser ça. Donc, la validation croisée 5x2 vise à avoir une approche qui est plus raisonnable et qui permet quand même d'utiliser des tests statistiques comme des indicateurs assez, disons, valides, même si ce n'est pas tout à fait respecté en termes d'hypothèse de base. C'est quand même raisonnable pour faire une évaluation empirique et déterminer s'il y a deux modèles, il y en a un qui est meilleur que l'autre du point de vue statistique. Donc, une approche 5x2, ça vise à diviser notre jeu de données en deux partitions disjointes. Donc, on va faire une division 50-50, on va appeler ça X11, X12 par exemple. Donc, on divise notre jeu en deux partitions distinctes. Généralement, on va le faire stratifier autant que possible. Donc, ce qu'on va faire après ça, c'est qu'on va faire un entraînement sur la première partition et une évaluation de la performance sur la deuxième. Donc, on va entraîner sur X11, on va évaluer sur X12. Deuxième étape, on fait la même chose, mais là, on inverse. On va refaire un entraînement, mais sur X12, qu'on avait pris en validation auparavant. Puis on va évaluer cette fois-ci sur X1. On va prendre notre jeu de données, on le sépare en deux. On entraîne sur un, on teste sur l'autre. Après ça, on entraîne sur l'autre, puis on teste sur le premier. Comme ça, on va avoir deux mesures de performance en validation. Puis l'idée, c'est ces deux entraînements, évaluations-là, on va les répéter 5 fois. On va faire 5 partitions distinctes. Donc, on va partitionner 5 fois en 50-50. Puis là, on va faire les deux entraînements selon notre modèle. Ça va faire un total de 10 entraînements évaluations sur nos données. Fait que ça, il y a un certain recoupement, mais c'est moins important qu'avec la validation croisée accomplie. Fait qu'on peut utiliser ça comme étant une base intéressante. Parce qu'avec plus que 5 répétitions, on crée trop de dépendance entre les jeux de données, puis ça peut être vraiment problématique. Il peut y avoir des jeux de données qui vont se ressembler beaucoup. Si on fait moins que 10 résultats, cependant,
on n'a pas assez d'échantillons pour estimer une distribution ou faire des tests statistiques. Donc, ce n'est pas suffisant. Fait que ça nous prendrait au moins 10 résultats pour pouvoir appliquer des tests statistiques, mais on ne veut pas faire beaucoup plus, on veut pas faire plus que 5 répétitions parce qu'il y a de la dépendance ici entre nos éléments de résultats. Une autre approche aussi possible, qui est fréquente, puis qui n'est pas spécifique à l'apprentissage automatique, là, qui est quand même une méthode bien connue en statistique, c'est ce qu'on appelle le bootstrapping. Le bootstrapping, c'est de dire qu'on va répéter nos expériences en faisant un échantillonnage avec remise de nos données. Ça veut dire qu'on a un jeu d'entraînement avec N données. Ça, c'est notre jeu de départ. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un jeu spécifique, un jeu pour notre expérience, pour notre itération, notre répétition, qui va aussi avoir N données, mais qui va avoir possiblement plusieurs copies de certaines données et aucune d'autre. Parce que dans le fond, ce qu'on va faire, c'est qu'on va tirer au hasard les données une à une, mais en se donnant la possibilité de tirer plusieurs fois la même donnée. Donc, on va tirer parmi N, puis à chaque fois, on tire parmi N fois. Et donc, il y a certaines données qui vont être présentes en 2, 3, 4 exemplaires, peut-être 5 par hasard, là, selon la taille du jeu et ce qu'on fait comme expérience. Et il y a d'autres données qui ne seront pas présentes du tout, parce que par hasard, elles n'ont pas été tirées. Puis là, on peut faire un ensemble de validation qui va être généré de la même façon avec un tirage de N données parmi les N avec répétition, avec remise. Puis ça, on répète ça autant de fois que nécessaire pour évaluer les performances. Fait qu'on peut faire 10, 20 répétitions pour essayer de voir la performance. Ce qu'il faut voir là-dedans, c'est que dans le fond, la probabilité d'échantillonner une donnée est 1 sur N. On suppose que l'échantillonnage est uniforme dans notre jeu de données d'origine. Et donc, la probabilité dans un jeu à N données, fait notre tirage de notre nouveau jeu tiré avec remise qui comporte N données, la probabilité qu'une donnée ne soit pas présente, une donnée d'origine ne soit pas présente dans le jeu tiré, correspond à 36,8 %. Il y a quand même 36,8 % de chances, ou 36,8 % des données en général, en moyenne, qui ne sont pas représentées dans un jeu résultant d'un échantillonnage bootstrap. Donc, on a plusieurs données qui sont absentes. Et donc, il y a 63,2 % des données d'origine qui sont présentes dans le jeu échantillonné et certaines sont présentes dans plusieurs exemplaires. Donc, ça crée quand même une plus grande dépendance entre les jeux d'échantillonné qu'avec une validation croisée style 5x2. Donc, ou même une validation croisée de base avec une partition entraînement-validation. Donc, il y a quand même des données qui se retrouvent plusieurs fois. Donc, chaque répétition, chaque jeu donné par bootstrapping va avoir un recoupement entre les ensembles d'entraînement, un recoupement entre les ensembles de validation. Mais c'est quand même excellent. Avec des petits jeux de données, c'est une approche assez standard qui est beaucoup utilisée et pas seulement en apprentissage automatique. Et donc, ce qui est intéressant avec le bootstrapping, c'est qu'on peut évaluer la stabilité d'un algorithme. Donc, puis ça, bien, justement, le bagging, c'est du bootstrapping appliqué à la génération d'ensembles. On génère un ensemble à partir d'ensembles d'entraînement bootstrappés. Donc, nos jeux d'entraînement sont générés par Bootstrap et après ça, on entraîne nos modèles là-dessus. Et donc, si on a affaire à des modèles qui sont instables, le bagging va prendre tout son sens. Si on veut évaluer la stabilité d'un algorithme, dans le fond, c'est qu'on applique le Bootstrap sur cet algorithme-là, puis on voit s'il est cohérent, si d'une fois à l'autre, ça change ou pas. Parce qu'un algorithme instable va tendre vers des résultats qui sont très différents d'une fois à l'autre, alors qu'un algorithme stable ne va pas être très influencé par le choix des données d'entraînement.